À la une de ce journal, des détenteurs de savoirs occultes africains sont réunis depuis ce matin à Bamako. C'est à la faveur de leur deuxième rencontre internationale. Ils échangent sur le rôle et l'importance de la culture endogène dans la prévention et la résolution des conflits en Afrique. La rencontre est placée sous la haute présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition. Plus de 8 milliards de francs CFA, valeur d'un important lot de matériel est réceptionné par le ministère de la Santé et du Développement social. Ce sont des véhicules, des motos, des réfrigérateurs et des congélateurs. Un financement de la Banque mondiale et du Fonds mondial. Le grand format de la rédaction porte ce soir sur les effondrements des bâtiments. Le phénomène inquiète et interpelle. Face à la situation, le gouvernement a pris certaines mesures relatives au contrôle des matériaux de construction, notamment le fer. Maïmouna Keïta est élue Miss Bamako. Aminata Terra et Halima Keïta sont respectivement première dauphine et deuxième dauphine. Elles représenteront le district de Bamako à l'élection Miss ORTM édition 2024. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 20h week-end décalé en raison du match de classement que vous venez de suivre sur nos antennes tout à l'heure. Un match remporté par l'Afrique du Sud, on en parlera dans la page des sports avec Abdul Karim Kaba en fin d'édition. Nous ouvrons cette édition avec la deuxième rencontre internationale des détenteurs de savoirs occultes africains. Les travaux ont débuté ce matin à Bamako. La réunion porte sur le rôle et l'importance de la culture endogène dans la prévention et la résolution des conflits en Afrique. La rencontre est placée sous la haute présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition. Il était représenté à l'ouverture des travaux par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le reportage est signé Mamadou Fane. Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres, disait le philosophe Alexis de Tocqueville. C'est à ce retour dans le passé que les détenteurs du savoir africain nous invitent à travers cette rencontre internationale. Ils sont plusieurs têtes couronnées venues de différents pays d'Afrique à prendre part à cette rencontre dont le thème est rôle et importance de la culture endogène dans la prévention et la résolution des conflits en Afrique. Nous n'avons pas le droit de partir sans pouvoir semer l'arbre que la nature a mis en nous et que cela puisse porter des fruits derrière nous. Et il est temps que, tant que nous sommes, nous comprenions que nous avons des valeurs. Et ces valeurs ont assez dormi. Ces valeurs sont assez rangées dans les tiroirs, sous nos lits. Et c'est le moment de se retrouver en différentes confessions religieuses pour pouvoir les converger, les conjuguer ensemble pour pouvoir agir. Et c'est ce que nous sommes venus faire avec notre frère, le professeur. La conférence internationale qui s'ouvre avec la participation de plus de 400 personnes, invités et participants détenteurs de savoir venant de tous les pays africains, et d'ailleurs devrait apporter des réponses et des questionnements. Au cours de la rencontre, nous allons nous pencher sur l'Afrique afin de mieux vous être utiles. Nous sommes de ceux qui, depuis l'origine du monde, ne cessent de communiquer avec les esprits. Nous sommes de ceux qui, depuis des siècles, entièrement et perpétuent le lien entre ces deux mondes. La mise en synergie de nos cultures devient aujourd'hui plus que jamais une nécessité au regard des effets corrosifs de la mondialisation qui prône la suprématie culturelle des nations les plus développées. Par votre présence, vous donnez la bonne preuve de votre fervent attachement à la culture authentique de l'Afrique, mais aussi à l'intégration des peuples par la culture. Notre continent est à la croisée des chemins, ballotté par des vents nouveaux qui semblent l'emporter vers des rivages incertains, en proie à des mutations de tous ordres. L'Afrique connaît véritablement une crise de direction. Dans cette ambiance de clair-obscur, où une certaine modernité l'a coupé de ses racines, la question se pose de savoir où va l'Afrique.
Au nom du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, en celui du peuple malien, je souhaite la chaleureuse bienvenue à toutes les délégations venues d'Afrique et d'ailleurs, à cette grande fête de célébration de la science mystique africaine en terre africaine du Mali, terre de rencontres et d'hospitalité. Je voudrais également saluer au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, tous nos hôtes, pour l'honneur qu'ils nous font d'être à cette conférence creusée de dialogue interculturel. Ma joie est grande de noter dans cette masse de sciences occultes la présence de toutes ces hautes personnalités, mais permettez-moi que je salue avec une mention particulière leur majesté, les rois, les altesses royales, leurs éminences qui nous font l'honneur grandissime de leur présence ici à Bamako. Chères majestés, vos altesses, je me réjouis de l'occasion qu'offre cette rencontre pour révéler au nouveau monde entier et dire haut et fort que l'Afrique authentique, l'Afrique de nos ancêtres glorieux est là et qu'elle restera toujours. Dans cette ambiance fraternelle qui marque cette cérémonie, je voudrais vous traduire la profonde gratitude du peuple du Mali pour cette marque de fraternité, d'amitié sincère et de solidarité. Vos Altesses, Vos Majestés, chers dignitaires et grands maîtres de savoirs endogènes, la culture a ceci de particulier, c'est qu'elle relie les savoirs, les féconde pour donner le souffle qui accroît la vitalité de l'humanité. Vous êtes les dépositaires et les détenteurs des pratiques et savoirs ancestraux, gardiens des valeurs sociétales supérieures, de vertus et normes d'éthique élevées. Les participants à cette rencontre ont tous salué le rôle du Mali dans l'éveil de conscience africaine qui a permis à plusieurs États de prendre leur destin en main. Le Conseil des têtes couronnées a saisi l'occasion pour introniser le professeur Babou Niang, chef suprême du Conseil. Quant au colonel Assimi Goïta, il a été élevé au rang de chef suprême des armées d'Afrique par les rois. Bamako, capitale des détenteurs de savoirs occultes africains. Hier, le ministre en charge de la culture, donc, a inauguré le siège qui leur est dédié. Sa réalisation a coûté plus de 500 millions de francs CFA. On en sait davantage avec Benogo Fofana. Ce coup de ciseau inaugural donne officiellement accès à ce siège des détenteurs de savoirs occultes africains. Bâti sur une superficie de 500 mètres carrés, le bâtiment R+5 est composé de 20 chambres, 10 magasins et 10 toilettes. Il est financé par le professeur Mamadou Babou Niang, chef suprême de la magie africaine. Coût des travaux, plus de 500 millions de francs CFA. Tout ce qui a mis l'Afrique en retard, c'est mystifier les choses, cacher les choses. Donc il faut démystifier et transmettre ces secrets. Voilà ce qui m'a donné l'idée de construire ça et que tous les grands sorciers de l'Afrique vont se retrouver ici pour transmettre les secrets aux futures générations. Je voudrais remercier pour les énormes efforts financiers qui ont permis la réalisation de cet immeuble. En tout cas, je formule le vœu. Le siège du réseau panafricain soit un centre d'incubation des savoirs et savoir-faire endogènes de l'Afrique. Pour qu'à partir de ce siège, germe la graine de la puissance africaine pour devenir le grand arbre dont le fruit servira à l'humanité tout entière. Les invités venus d'Afrique et d'ailleurs se disent ravis de cette réalisation et attendent apporter leur soutien au professeur Babou Niang. La seule chose qui nous reste d'authentique et d'important, c'est notre culture. Si nous sommes ici à Bamako, c'est pour soutenir l'action culturelle affirmer de façon convaincante et soutenir le professeur dans ce qu'il fait. Je suis très fière d'être ici au Mali et je félicite et je remercie beaucoup le professeur qui nous a invités, qui a pris la peine de faire tout ce boulot et je trouve ça très courageux de sa part. Chef traditionnel et ressortissant de Côte d'Ivoire, cela a créé en nous une véritable émotion de joie. Et émotion aussi de fierté, parce que c'est pour nous une fierté qu'un Africain se dresse, se lève pour dire qu'aujourd'hui qu'il va lutter pour la sauvegarde de la culture africaine.
Je suis ici pour participer à une conférence internationale. J'ai profité de l'occasion pour participer à l'inauguration du bâtiment du réseau panafricain et je suis très ravi. On a fait divers pays pour diverses raisons, mais c'est la première fois que tous ces leaders africains, plus de 70 pays se retrouvent ici au Mali pour ensemble célébrer la tradition africaine, supporter, aider, soutenir le professeur Babou dans ce qu'il fait pour promouvoir la tradition et la culture africaine. C'est une joie pour nous. C'est un local qui va nous permettre tous de faire connaître les savoirs de l'Afrique et de mieux faire développer pour progresser l'Afrique. Bamako sera donc la capitale du savoir et du savoir-faire à la faveur de cette rencontre de 2 jours. Également dans l'actualité au Mali, le ministère de la Santé et du Développement social qui réceptionne un important lot de matériel. Ce sont 78 véhicules, des motos, des réfrigérateurs et des congélateurs pour un montant d'un peu plus de 8 milliards de francs CFA. Un financement de la Banque mondiale et du Fonds mondial. Daouda Koné. Cette remise de matériel, c'est pour renforcer la résilience du système de santé au Mali. Le geste s'inscrit tout simplement dans le cadre du programme élargi de vaccination lutte contre la Covid-19, le VIH, la tuberculose et les hépatites virales. Le geste est du Fonds mondial et de la Banque mondiale. Notre souhait que ces biens puissent longtemps rendre service dans le système de santé pour améliorer la santé des populations. Je voudrais terminer en renouvelant l'engagement de la Banque mondiale et les autres partenaires qui sont présents ici à appuyer le gouvernement dans ses efforts de développement afin d'atteindre les résultats escomptés dans le cadre des projets financés par les banques et par les autres bailleurs de fonds ou en partenariat avec les autres. Le matériel dont il est question est composé de matériel roulant, à savoir des véhicules plus des équipements sanitaires, notamment matériel de froid. Ce geste est une première au département de la santé et montre le bon rapport qui existe entre le département et les partenaires techniques et financiers de la santé. On n'a jamais eu une telle dotation en termes de moyens logistiques pour renforcer le système de santé de la base jusqu'au sommet. Les moyens logistiques permettront sans nul doute de renforcer les capacités opérationnelles de toutes nos structures. Pour la Banque mondiale, de 485 réfrigérateurs, 60 congélateurs et 68 véhicules 4x4 pour un montant total de 7 milliards 320 millions 86 600 francs CFA. Pour le Fonds mondial, 5 véhicules 4x4, 3 camions médicalisés, 5 Prado, 114 motos pour un montant total de 974 805 165 francs CFA. C'est le lieu pour moi, au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et du Premier ministre, chef du gouvernement, le Dr Choguel Kokala Maïga, de manifester toute ma reconnaissance et ma gratitude à la Banque mondiale et au Fonds mondial qui ont toujours été aux côtés du Mali malgré les moments très difficiles. Rappelons tout simplement que le manque de moyens logistiques est et demeure une contrainte dans le secteur de la santé. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche, face aux membres du Conseil économique, social et culturel, sa communication a porté sur les potentialités du sous-secteur pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle au Mali. Les détails avec Batraoré. Échange direct entre le ministre de l'Élevage et de la Pêche et les membres du CESEC, le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le débat du jour porte sur l'apport du sous-secteur de l'élevage et de la pêche dans l'atteinte de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle au Mali. Nous avons 43,7 millions d'hectares cultivables. Nous avons 30 millions d'hectares pour l'élevage. Et nous avons effectivement des fleuves, 2 fleuves, 1700 km de surface d'eau sur le fleuve Niger et 700 km sur le fleuve Sénégal. Par rapport à notre sous-secteur, vraiment les potentialités sont là et nous pouvons
avec la volonté politique qui est aujourd'hui affirmée, nous pouvons atteindre très prochainement la souveraineté alimentaire et nutritionnelle pour notre pays. Toutes ces potentialités, si elles sont bien exploitées, devront permettre au Mali de développer son élevage, sa pisciculture et sa production de lait et de viande. Le plaidoyer du ministre Youba Ba est donc une invite des autorités à soutenir le sous-secteur à travers des décisions politiques importantes. Aujourd'hui, nous avons reçu les ministres qui a fait l'état de toutes les potentialités qu'on a. Mais au-delà, les difficultés qu'ils ont, les défis qui sont vraiment à relever afin que nous atteignions notre objectif qui est en tout cas la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Nous pouvons dire que nous sommes satisfaits, nous, Conseil économique, social, environnemental, culturel. Ça veut dire que nous avons bien vu, les hautes autorités du pays sont dans cette logique et nous serons soutenus au regard de tout ce que nous aurons à produire comme recommandations. Apparemment, en tout cas, la mise en œuvre ne va pas poser de problème pour que nous puissions atteindre en tout cas cet objectif. La rencontre s'inscrit dans le cadre des activités de la 5e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Une session dont le thème est la souveraineté alimentaire et nutritionnelle au Mali, défis et perspectives pour un développement résilient. Promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion dans la profession vétérinaire, thème de la journée nationale de l'Association des docteurs vétérinaires du Mali. L'événement est couplé à la 7e Assemblée générale de l'association qui met en relief la nécessité de valoriser la chaîne de valeur viande au Mali. Nous retrouvons Batraoré. La journée nationale des docteurs vétérinaires du Mali, habituellement célébrée en fin d'année, se tient cette année avec un léger décalage. Ce qui n'enlève en rien de son importance pour la corporation, l'ANDVM, l'Association nationale des docteurs vétérinaires du Mali, à en juger par le thème choisi, à savoir promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion dans la profession vétérinaire. Cette initiative, elle est née de nos anciens, de regrouper toutes les générations de docteurs vétérinaires afin qu'ils puissent se connaître, afin qu'ils puissent créer un cadre technique de collaboration et afin de pouvoir créer les conditions maximales de l'expression et du service des docteurs vétérinaires pour que ça soit au service de la nation toute entière. Cette année, la célébration de la journée est couplée à la 7e Assemblée générale ordinaire de la NDVM, une session qui jette un regard sur le bilan de l'année écoulée avant de faire des projections en termes de plan d'action pour la nouvelle année. Nous avons un plan d'action très spécifique, orienté vers l'accompagnement de la chaîne de valeur viande. Et pour cela, nous avons fait appel aussi à nos confrères de la diaspora pour renforcer les compétences des docteurs vétérinaires nationaux afin qu'ils puissent servir de relais à tout ce qui est hygiène, qualité de viande et tout ce qui est analyse des risques. Nous sommes allés au-delà jusqu'au niveau de la sécurité alimentaire. Le gouvernement malien, dans son programme de valorisation des productions animales, cible la chaîne de valeur de la viande en mettant l'accent sur l'augmentation de l'approvisionnement en viande, la modernisation et le développement des infrastructures et l'amélioration de l'accès aux marchés nationaux et étrangers. La chaîne de valeur de la viande présente un grand potentiel pour l'économie du Mali. Le renforcement des capacités professionnelles, organisationnelles et entrepreneuriales des vétérinaires par la formation et la mise en place d'une équipe permanente de lutte pour l'éradication de la rage au Mali sont parmi les priorités de l'ANDVM selon son président. Partons à Sikasso où le ministre de l'Industrie et du Commerce visite l'huilerie cotonnière. Une usine qui produit une quantité importante d'aliments bétail, des sacs d'emballage, du savon de ménage et naturellement de l'huile. Les détails avec Moustapha Doumbouya et Amadou Dolo. L'usine Ikosi, huilerie cotonnière de Sikasso, est la première étape de cette visite de terrain du ministre de l'Industrie et du Commerce à Sikasso. Ikosi, c'est 260 tonnes d'aliments bétail par jour, 25 000 litres d'huile, 6 000 bidons, 50 tonnes de savon de ménage et 15 000 sacs d'emballage par jour. O b'a yira k'a fɔ gouvernement min bɛ yen sisan
La visite du ministre nous réconforte beaucoup. Ça prouve que le gouvernement soutient les secteurs privés. Nous allons prendre en compte les observations de la délégation ministérielle. Nous comptons toujours sur l'accompagnement du gouvernement. L'usine Ukosi est une initiative saluée par le ministre de l'Industrie et du Commerce pour qui le développement passe forcément par l'industrialisation. Le président de la transition, chef de l'État, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, après la réalisation de ses ambitions sécuritaires, militaires et diplomatiques, est véritablement toujours tourné aujourd'hui vers une ambition économique pour notre pays. Cette ambition économique repose sur un développement endogène. Autrement dit, notre capacité à produire nos biens de consommation, notre capacité à produire nos biens d'équipement, notre capacité à produire nos biens de service. Et c'est pourquoi le ministère de l'Industrie et du Commerce est totalement engagé dans la promotion des petites, moyennes et grandes industries, de façon à assurer la transformation de la production agricole afin de garantir la souveraineté alimentaire. Avant la visite de l'huilerie cotonnière de Sikasso, le ministre et sa délégation ont rendu visite aux notabilités. 10 camions chargés de céréales arrivent à Ménaka pour ravitailler la population. Ils étaient confrontés à une rareté de produits alimentaires due à l'insécurité. Ce sont les forces armées maliennes qui ont sécurisé justement ces camions jusqu'à destination. Mohamed Lamine Maïga et Ibrahim Ag Amini. 10 camions contenant des produits céréaliers sont arrivés à Ménaka. Ils ont été escortés par les FAMA de Gao à Ménaka sans incident. Les acteurs civils et politiques sont satisfaits de la réponse rapide des autorités du pays à travers le commissariat à la sécurité alimentaire. Nous manifestons notre joie et nous remercions les autorités de la transition qui n'ont ménagé aucun effort pour essayer de secourir nos braves populations. Donc une fois de plus, nous remercions ces autorités. La réponse a été à hauteur de souhait. Elle a été rapide. Cela dénote la volonté de nos autorités au plus haut niveau à répondre aux besoins de la population. Nous savons que la situation est difficile. Néanmoins, la réponse de Ménaka est à saluer parce qu'elle est venue au moment opportun. Il s'agit à travers cette action de 200 tonnes de riz d'appuyer les populations victimes de plusieurs formes d'embargo. Le dimanche passé seulement, le président de la société civile et tous les membres de la société civile ont discuté et ont lancé un cri à l'endroit des plus hautes autorités, comme quoi Ménaka commence à souffrir et que la situation est critique. Et les camions sont arrivés avec les 200 tonnes. Ces tonnes de riz sont arrivées à Ménaka quelques jours seulement après le départ de 5 ministres du gouvernement en visite dans la région. Les différents acteurs de la région se disent très satisfaits de cette réponse rapide des plus hautes autorités du pays. Et un mot sur l'actualité de nos FAMA sur le terrain. L'état-major général des armées qui informe l'opinion nationale et internationale que ce samedi 10 février 2024, aux environs de 10 heures, une attaque complexe à l'engin explosif improvisé a visé sur le tronçon Benena-Mandiakoui une mission de sécurisation de la foire hebdomadaire de Mandiakoui dans le cercle de Toumignan. La prompte réaction des FAMA déployée sur le théâtre d'opération appuyée par les vecteurs aériens a permis de garder la situation sous contrôle. Par ailleurs, ce samedi 10 février, l'escorte rétrograde de l'acheminement des vivres que vous venez de suivre tout à l'heure sur Ménaka a déjoué une embuscade à 60 km de Ménaka avec un lourd bilan côté terroriste. L'état-major général des armées rassure l'engagement des FAMA à poursuivre la mission régalienne de sécurisation des personnes et leurs biens. À Koulikoro, construction d'un micro-barrage sur le bas-fond de Caillou. L'infrastructure irrigue 45 hectares, dont 20 destinés au maraîchage pour les femmes. Elle a coûté 39 millions de francs CFA. Boubacar Sissoko.
Réalisé par le budget spécial d'investissement du gouvernorat de Koulikoro au titre de 2020, le micro-barrage de Kayo est construit un bas-fond de 45 hectares dont 20 sont destinés au maraîchage. Cet ouvrage qui a coûté environ 39 millions de francs CFA au gouvernorat de Koulikoro a considérablement contribué à booster les activités agricoles, notamment le maraîchage au profit des femmes de Kayo. Avant le barrage, le puits tarissait. Nous restions ici tard dans la nuit. On souffrait énormément. Actuellement, nos puits sont remplis, Dieu merci. Nous disons grand merci au président Assimi Goïta et son gouvernement. Conformément aux grandes orientations des plusieurs autorités de la transition, il a été réalisé un radier submersible d'une longueur de 82 mètres sur 4 pour d'abord permettre le franchissement des deux rives aux populations et aussi permettre globalement la mise en valeur des potentialités agricoles du bas-fond et qui a permis aux exploitants d'avoir une nappe phréatique riche, aussi préserver l'environnement, diminuer l'exode rural et aussi promouvoir les femmes exploitantes des périmètres maraîchers. Cette visite du gouverneur de Koulikoro vise à s'enquérir des conditions de travail des braves femmes qui exploitent le périmètre maraîcher. Il nous a été indiqué de prendre des décisions qui vont dans le sens des intérêts des populations. Et nous évoluons dans cette optique. Et c'est ce qui nous amène chaque fois que nous sommes sollicités de réaliser une telle infrastructure. Nous l'avions fait dans d'autres endroits à travers la région. Les bénéficiaires sont évalués à des centaines de femmes et d'hommes. Le chef de l'exécutif régional s'est dit satisfait du travail abattu par les femmes au quotidien et les encourage à mieux produire pour l'amélioration des conditions de vie afin d'augmenter les revenus et de lutter contre le chômage. De Koulikoro, rendons-nous dans la région de Ségou pour suivre cette 25e session du Conseil de surveillance des ateliers militaires centraux de Markala. Les administrateurs examinent le rapport 2023 et le programme d'activité de l'exercice 2024. Foussini Samake. Les ateliers militaires centraux de Markala constituent un établissement militaire qui effectue des travaux d'ingénierie, des réparations mécaniques et des recherches industrielles en armement et en munitions. C'est pour améliorer ces programmes de développement et d'investissement que se tient cette 25e session de son conseil de surveillance. Nos travaux permettront d'apprécier l'évolution des AMC dans le temps, de faire des recommandations pour corriger les erreurs et afin d'améliorer les performances dans le domaine de la gestion des ressources et d'assigner, si besoin était, de nouvelles tâches. Malgré certaines contraintes liées à la vétusté de certains outils de production et la formation technique du personnel, les ateliers militaires centraux ont atteint des résultats appréciables. L'établissement réalise tant bien que mal certains travaux des armées et services ainsi que pour des particuliers. Et surtout, il joue son rôle de soutien opérationnel des troupes. C'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter le directeur général et toute son équipe pour l'effort et le dévouement dont ils ont fait preuve régulièrement avec les moyens limités. Les autorités comptent sur la contribution que les ateliers peuvent fournir pour améliorer la performance de l'outil de défense s'ils sont mis à niveau conformément aux nécessités des armées et services. Notons que les ateliers militaires centraux de Markala, créés en 1983, exécutent des travaux des armées et des particuliers en menuiserie métallique, en menuiserie bois, en mécanique auto, entre autres. On en vient au grand reportage de la rédaction. Nous nous intéressons ce soir à un phénomène qui inquiète et interpelle. Il s'agit des effondrements étonnants des bâtiments. Les spécialistes s'expriment sur la problématique et proposent des pistes de solutions. En attendant, face à la situation, le gouvernement a pris certaines mesures relatives au contrôle des matériaux de construction, notamment le fer. On en sait davantage dans ce grand format signé Aliou Abdoulaye Touré. Une scène de désolation avec ses conséquences multiples. Suite à ces effondrements étonnants, les dégâts vont souvent au-delà de l'aspect financier. Il y a des fois des pertes en vies humaines. La situation suscite beaucoup d'interrogations. On se demande quelles sont les raisons qui justifient ce désagrément. Pour avoir une réponse, on a fait recours à un spécialiste.
Il est chargé des cours de structuration et de stabilité à l'École nationale d'ingénieurs depuis plus d'une trentaine d'années. La première cause, c'est quand même le non-respect des normes du génie civil dans le domaine du BTP et les non-respect des règles de bonne pratique. Et dans ça, j'attends par ça, il y a le laxisme réellement dans ce domaine. Alors n'importe qui construit sans respecter les normes. Et en dehors de ça, il y a la qualité des matériaux alors qui est mis en cause. Et après aussi, il y a la qualité des exécutions sur le chantier, c'est-à-dire la qualité des travaux. Après aussi, il y a le non-suivi des constructions. C'est-à-dire une construction déjà exécutée doit être suivie. Pour avoir des bâtiments de qualité et éviter tout risque d'effondrement, il est impératif de suivre certaines étapes. La première réglementation, c'est quoi? Il faut avoir l'autorisation de construire. C'est ce qu'on appelle un permis. Il faut avoir le permis. Pour avoir le permis, l'État dit qu'il faut s'adresser aux spécialistes. C'est-à-dire qu'il faut s'adresser aux architectes, s'adresser aux ingénieurs, alors de tous les domaines, alors qu'ils vont vous produire un document que l'État vérifie. Quand les documents sont dans les normes, maintenant l'État accepte de te donner un document qu'on appelle l'autorisation de construire. La deuxième étape, il faut choisir l'entreprise qui doit faire le travail. Quand l'entrepreneur est choisi, l'entrepreneur doit faire quoi? Il doit d'abord aller sonder le sol, savoir le comportement du sol sur lequel il doit fonder la structure, le bâtiment ou bien le pont. Maintenant, une fois que le sol est interrogé, le sol va lui dire combien de poids lui peut supporter et à quelle profondeur. Dans le processus, la qualité des matériaux est un point fort, insiste notre interlocuteur. Il met aussi en avant la nécessité de l'implication de tous les acteurs concernés dans la construction. Comme on est dans un réellement, il faut savoir, on part vers un État puissant. L'État peut contrôler tout. Actuellement, au niveau de la norme, l'agence malienne de normalisation, alors l'État est en train de décréter ou d'arrêter des lois dans ce domaine-là pour normer les fermes maliens. Et il est dit actuellement que dans 6 mois, les fabricants, les importateurs, les exportateurs, tout le monde doit respecter ces normes-là qui sont éditées au niveau de la norme, faute de quoi les producteurs là, c'est-à-dire les industries seront fermées et les importateurs, on va les retirer leur patente d'importation. Et ça, c'est dans un délai de 6 mois. Alors c'est pourquoi, avec ces conditions fortes-là, alors les problèmes de fer seront réglés dans peu de temps au Mali. Maintenant, dans la construction, il est dit, pour éviter les instabilités, pour à sécuriser le bâtiment, il y a des intervenants qui doivent être tous présents. Quand un manque, alors il y a un problème de fonctionnement. Alors ça veut dire qu'il faut d'abord un client, le bailleur de fonds, il est là. Maintenant, le bailleur de fonds s'adresse à des spécialistes. Alors le premier spécialiste là, c'est le concepteur qu'on appelle le maître d'œuvre. C'est lui qui conçoit l'objet, c'est-à-dire le bâtiment ou bien le pont. Alors une fois que lui conçoit, maintenant il y a celui qui va calculer la résistance et la stabilité. Il conçoit le bureau qui est là. Il y a un bureau qui va faire le calcul, le bureau d'ingénieur conseil, qui fait les calculs de résistance, de stabilité. Après maintenant, on choisit un entrepreneur qui doit exécuter. Maintenant, l'entrepreneur aussi en exécutant sera contrôlé. Il y a un bureau de contrôle. Voilà un bureau de contrôle qui n'a rien à voir avec tout ça, alors qui garantit l'ouvrage. En conclusion, Seydou Kanté, professeur à l'ENI ABT, chargé des cours de structuration et de stabilité, déplore les maux qui minent aujourd'hui le secteur des BTP au Mali. Il estime que le secteur tend de plus en plus vers l'informel. Comme solution, il propose une synergie d'action pour corriger les tirs. Également dans l'actualité, cette première édition des journées scientifiques du laboratoire de recherche en management et décentralisation, c'est autour du thème sciences de gestion et insertion socio-professionnelle. Benoko Fofana Aboukone. Cette rencontre d'échange et de partage dans le but de susciter de l'intérêt pour la recherche scientifique regroupe 200 participants, dont 117 chercheurs de différents grades venus du Sénégal, Niger et du Mali. Cette première édition des journées scientifiques est organisée conjointement par le laboratoire de recherche en management et décentralisation et le laboratoire de recherche en gestion des organisations de l'Institut universitaire de gestion de Bamako. L'objectif de ces journées consiste à approfondir la réflexion sur les orientations données aux sciences de gestion, sur les méthodes à adopter et sur les bonnes pratiques
dans ce domaine. Qui dit enseignant parle de chercheurs. Et qui cherche trouve. Ensemble, nous trouverons des solutions à nos problèmes. C'est cela aussi l'objet de la recherche. Vos discussions, j'en suis persuadé, permettront de retenir des approches d'orientation des politiques. Ces journées scientifiques placées sous le thème « Sciences de gestion et l'insertion professionnelle » cadrent parfaitement avec la vision des autorités de la transition. Il se pose la problématique de l'adéquation entre la formation et l'emploi. D'où le choix du thème central de ces premières journées intitulé « Sciences de gestion et insertion professionnelle ». Cette thématique nous interpelle tous et nous invite à nous poser les bonnes questions quant à l'élaboration des offres et programmes de formation. Pendant 2 jours, il y aura environ 100 présentations scientifiques, dont les communications porteront sur la performance des organisations, l'entrepreneuriat, entre autres. Les travaux se dérouleront sur 3 sites que sont l'Institut universitaire de gestion, l'Institut universitaire de développement territorial et la Faculté des sciences économiques et de gestion. Célébration du 45e anniversaire de la révolution iranienne, occasion pour Bamako et Téhéran de rappeler, de renforcer les liens d'amitié, une coopération qui touche plusieurs domaines, notamment l'élevage, l'agriculture ou encore les technologies. Youssouf Diakité, Adama Kamara pour le reportage. 45e anniversaire de la révolution iranienne. L'événement est marqué par plusieurs activités. Ici au Mali, c'est un dîner offert par l'ambassadeur d'Iran au Mali. Auquel dîner, les représentations consulaires des organisations internationales accréditées au Mali, les ambassades amies ont pris part. C'est également un moment de convivialité, mais aussi une opportunité de dévoiler la bonne santé de la coopération entre le Mali et l'Iran. Nous respectons les 3 principes fondamentaux de la politique intérieure et extérieure de la République du Mali. Nous les considérons comme utiles et productifs pour assurer la sécurité, le développement et le bonheur des Maliens. Sur cette base, la République islamique d'Iran a développé sa coopération avec la République du Mali dans les domaines économiques, industriel, agricole, l'élevage, sanitaire, scientifique et académique. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale est confiant parce que, dit-il, la République d'Iran partage la vision et les décisions stratégiques prises par le gouvernement de la transition. Comme sur d'autres sujets géopolitiques majeurs, tels le respect de l'intégrité territoriale, le rejet de l'instrumentalisation de la question des droits de l'homme à des fins politiques, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, le rejet des politiques de domination et d'assujettissement. Sur l'ensemble de ces questions, Monsieur l'ambassadeur, le Mali et l'Iran partagent une vision commune. Cette identité de vue a entre autres permis la dynamisation spectaculaire des relations politiques et diplomatique entre l'Iran et le Mali. Il s'agit maintenant, diront les 2 intervenants, de renforcer chaque jour le partenariat déjà dynamique entre les 2 pays, le Mali et l'Iran. C'est parti pour la 9e édition du Festidibi, festival culinaire et gastronomique à Bamako, sur place. Vous pourrez découvrir et surtout déguster des grillades maliennes et africaines. L'événement se tient autour du thème Réconciliation nationale. Awa Adama Koulibaly et Tayeb Adiaouakwe. Les flammes bien attisées, de nombreuses variétés de viande sont exposées sur la grillade. Les plus prisées sont celles des ruminants. Vous l'aurez compris, le festival culinaire et gastronomique Festidibi a ouvert ses portes pour 11 jours. Une première depuis sa création. On est parti sur 11 jours, ce qui n'est pas courant. D'habitude, on commençait un peu tôt le matin et on finissait le soir. Mais maintenant, on a décidé de rester jusqu'au matin parce que même à 5h, 6h, il y a des gens qui viennent prendre le petit déjeuner ici. Parmi les visiteurs du jour, nous retrouvons la famille Diakité, venue prendre un goûter avant le dîner. C'est une très bonne chose, hein? D'autant plus que moi, je suis pas tout le temps en famille ici.
Donc c'est l'occasion pour moi de sortir avec la famille, voilà, pour profiter un peu de tout ça, quoi. La satisfaction de la clientèle est le but recherché par les exposants. Pour le plaisir gustatif de celle-ci, plusieurs maîtres de la grillade rivalisent le savoir-faire culinaire. Pour une première, la viande d'autruche est inscrite au menu. On fait du dibi en France, à Paris. L'année dernière, on a amené l'agneau. Pour cette année, nous, c'est de l'Autriche qu'on présente. On fait des brochettes de filet, des brochettes de zézier, on fait des cailles, des pigeons et puis des poissons brisés aussi, des nems. D'une dizaine de participants en 2011, le Festidibi accueille aujourd'hui environ 100 stands. Outre la valorisation du savoir-faire entre chefs cuisiniers, restaurateurs, entre autres, le programme est aussi alléchant sur le plan de l'animation artistique. Chaque soir, un concert est offert aux milliers de visiteurs. Rendez-vous sur la place du cinquantenaire pour vivre donc cette 9e édition du Festi-Dibi. Les représentantes du district de Bamako pour l'élection Miss ORTM édition 2024 sont connues. Maïmouna Keïta est élue hier soir Miss Bamako. Aminata Terra et Alima Keïta sont respectivement première et deuxième dauphine. C'était au cours d'une soirée artistique et culturelle organisée par le comité syndical de l'ORTM. Le thème retenu cette année est « Soutenons les femmes pour la cohésion sociale et la stabilité intégrale du Mali ». Ibrahim Kaoukonaté et Moussa Togo, reportage. Sur 3 passages des candidates sur scène, 2 sorties étaient entièrement dédiées à la paix, à la cohésion sociale et aux forces armées et de sécurité. D'où le passage en grand boubou et en tenue militaire. Le thème représente une longue et riche tradition que nous avons la responsabilité de perpétuer en faveur de la promotion de la diversité culturelle de notre pays. Au-delà de son caractère à la fois festif et compétitif, la nuit ORTM Bamako, tout comme dans les capitales régionales, valorise notre patrimoine artistique et culturel. Pour cette édition 2024, le comité syndical de l'ORTM et ses partenaires rendent hommage à l'armée nationale à travers le thème « Soutenons l'armée pour la cohésion sociale et la stabilité intégrale du Mali ». 16 candidates étaient en liste. Parmi elles, 3 candidates se sont distinguées grâce à leur meilleure performance. Maïmouna Keïta succède à Assetou Simone Sanogo. C'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé et aujourd'hui je réalise ce rêve en fait. Que je sois élue Miss ORTM 2024 ou pas, mais les actions citoyennes que je veux entreprendre, je le ferai. Parce que je pense qu'il est temps de former le nouveau Malien, et cela depuis le bas âge. En dehors des prix qui ont été remis aux lauréates, le comité syndical de l'ORTM a décidé de récompenser toutes les participantes à travers une enveloppe symbolique et des cadeaux de consolation offerts par les partenaires et les sponsors officiels Move Africa Malitel. Un sentiment de satisfaction qui m'anime ce soir au vu de la qualité de l'organisation du comité syndical de l'ORTM, de cet événement. Je crois que l'événement a été à la hauteur, les misses ont été exceptionnelles ce soir et ceci est dû certainement à la bonne organisation par le comité syndical de cet événement. Les membres du jury, je crois que ce soir, leur tâche n'a pas du tout été facile. C'était un travail compliqué parce que nos reines de beauté étaient toutes à la hauteur. Vraiment, elles ont parfaitement répondu présent à l'événement en répondant aux critères, je crois, déjà choisis par les membres du jury. Pour rehausser l'éclat de la soirée, les prestations des artistes comme Prince Diallo, Luka, Nyagasako et Oumundemba Kouyaté. Le rendez-vous est pris le 23 février au CICB pour la grande finale Miss ORTM édition 2024.
Le journal des sports, c'est avec Abdul Karim Kaba en plateau. Avec moi, bonsoir Abdul Karim Kaba. Bonsoir Hervé Traoré, bonsoir à tout le monde. Alors, CAN Côte d'Ivoire 2023, l'Afrique du Sud monte sur le podium. Tout à fait, lors de la petite finale entre l'Afrique du Sud et la RD Congo, les Bafana l'emportent au tir au but 6-5, 0 but partout après le temps réglementaire. Et les Sud-Africains gagnent donc au tir au but, pays de prolongation. Après la défaite de la RD Congo contre la Côte d'Ivoire en demi-finale 0-1, les Léopards n'affichaient pas la mine des grands jours. Les regards sont donc tournés vers la finale demain dimanche entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. La grande finale de la 34e édition de la CAN s'annonce comme un match d'anthologie avec deux face-à-face en perspective, celui offensif entre les équipes du Nigeria et de la Côte d'Ivoire et un duel entre les champions Osimhen et Haller. Après multiples renversements de situation, les éléphants de Côte d'Ivoire ont réussi à atteindre la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Face à eux se dresse le Nigeria, toujours invaincu et mené par un grand Victor Osimhen. Ibrahima Traoré, donc demain, la finale Nigeria-Côte d'Ivoire, c'est à partir de 20h et à suivre sur nos antennes. Alors à Ségou, c'est parti pour les travaux de réhabilitation du stade Amari Daou. Ces travaux concernent les constructions, des dotations et rénovations pour faire de ce stade une infrastructure sportive aux normes internationales, comme annoncé par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. On en sait plus avec Onere Tchenou. Ce sont des travaux de construction, de renouvellement et de dotation pour faire du stade Amari Daou de Ségou un stade pluridisciplinaire aux normes internationales. Une des promesses du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Je voudrais au nom des populations lui dire merci. Merci pour ce démarrage et le grand merci viendra quand le jour viendra également pour ce qui concerne l'inauguration. Je prie pour que les travaux se déroulent normalement et en toute quiétude. Le chef de l'exécutif régional, en procédant au lancement officiel des travaux, rappelle la volonté du président Assimi Goïta de doter la jeunesse d'infrastructures sportives des dernières générations. Les travaux concerneront le bâtiment principal, la pelouse qui sera entièrement reprise avec un système d'arrosage automatique, la construction des locaux pour la direction du stade, la mise en place d'un tartan sur la piste d'athlétisme, la dotation des gradins en chaises assises, la construction d'un terrain annexe de football en gazon synthétique, la construction d'une piscine de natation, le renouvellement total du système d'éclairage en système LED, la construction d'un tableau d'affichage électronique, la dotation du stade de 2 forages modernes, la construction de box sous les gradins pour les gymnastiques, les arts martiaux, les magasins, les chambres. Aussi, le gouverneur a instruit à l'entreprise une bonne collaboration avec la population et les services techniques pour l'exécution correcte des travaux. C'est donc un stade qui répondra aux normes internationales qui va le jour bientôt. Merci beaucoup Abdul Karim Kaba pour ces informations sportives. Merci également à vous. Ainsi s'achève ce 20h week-end. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Déjà dès 13h sur la radio nationale du Mali pour 13h dimanche. Et l'on se retrouve ici après la finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023 pour la grande édition du soir. D'ici là, excellent moment de télévision en notre compagnie. Bonsoir.